Salut Jean-Pierre. Salut. Content d'avoir l'occasion de prendre un peu de temps avec toi ce matin. Ben oui. Récemment, on s'est croisés puis tu me disais que tu étais curieux de voir un petit peu comment on peut supporter. Là, je t'avais parlé du concept de Customer Journey ou le parcours client. Puis comment on peut supporter ça. Puis je pense que tu avais un peu d'intérêt à travers la consultation que tu fais. Donc tu fais de la consultation dans le secteur manufacturier principalement. Oui, depuis 3-4 ans. J'ai été moi-même dans le métier pendant une bonne vingtaine d'années. Okay. On ne dira pas toutes les années. La barbe blanche. Oui, c'est ça, un peu ça, trahi un peu. Mais j'ai été là, je suis de l'autre côté de la clôture. J'essaie d'accompagner, de redonner un peu, oui, effectivement, de redonner un peu l'expérience, puis en même temps essayer d'amener les idées d'une place à l'autre, de prendre la grande entreprise. C'est ça, je pense, les grands challenges que les petites PME, parce qu'on est chargé de PME au Québec, ça bouillonne des idées, la technologie, surtout ici à Sherbrooke, autour de l'Université de Sherbrooke, il y a beaucoup de spin-off, puis c'est des petites entreprises qui veulent se donner les moyens des grandes, c'est-à-dire adopter des pratiques qui fonctionnent, qui ont été éprouvées, qui ont été mises à l'échelle. C'est ça, mais essayer de bien les comprendre pour pouvoir les saisir juste parfaitement pour une PME, c'est ça le challenge souvent. Puis il existe un paquet de solutions, puis les entrepreneurs, dans le fond, tout ce qu'ils disent tout le temps, c'est que ça coûte trop cher, c'est trop complexe, j'ai pas vraiment besoin de tout ça. J'aimerais ça avoir une affaire qui est vraiment à mon niveau, pour mes besoins aujourd'hui. Demain, ça sera une autre journée, peut-être qu'on pourra faire évoluer, c'est encore mieux si on peut trouver quelque chose qui évolue. Donc, autant dans les solutions pratico-pratiques que dans les systèmes qui vont supporter ces processus-là, ils veulent quelque chose qui s'adapte bien, puis qui est cheap au début, mais qui a du potentiel pour grandir. Cheap dans le sens abordable. Dans le sens abordable. Mais une bonne solution. Mais qui fait la job. C'est ça, exact. Ça fait la job pour pas cher. Parce que les no-go, c'est toujours comme ça. On arrive avec une solution, on revoit les processus, on enlève les gaspillages, on enlève les dysfonctions, puis après ça, on veut outiller le processus de l'amener à un autre niveau, le supporter avec un système, et c'est là que souvent les gens disent, regarde, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'irai pas chercher ce edge-là additionnel, parce que j'ai pas les moyens pour l'instant, on s'en parlera plus tard, puis là, c'est là où toutes les initiatives 4.0, le mot galvanisé du siècle, ça achoppe parce que les gens disent, 4.0, ce sera pour moi une autre année, tu sais, puis passe à côté de certaines belles opportunités. C'est pour ça que je t'ai intéressé de jaser avec toi, parce que c'est comme moi, mon œil, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui est agile, puis quelque chose qui est adaptable, puis qui porte les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, c'est un peu pour ça qu'on se parle. Excellent. Ben moi, j'ai une petite présentation ici en arrière, puis je pense ça va être en arrière-plan, mais on va discuter autour de ça. C'est une présentation qu'on utilise des fois quand on rencontre des clients. Juste pour expliquer un petit peu ce qu'on voit, c'est quoi pour nous le parcours client. Puis le parcours client, dans le fond, c'est le parcours que les clients vont faire à partir de la première fois qu'on les rencontre, soit dans un trade show, dans une foire commerciale, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être, on part de ce point-là, donc vraiment le premier contact. On va les chercher comme ça. Premier contact, puis on veut être sûr de ne pas les perdre de vue, ces clients potentiels-là, parce qu'à ce moment-là, c'est encore des clients potentiels. Puis après ça, on va passer dans un processus peut-être un petit peu plus formel au niveau de la vente, où est-ce que là, le client a manifesté de l'intérêt, on l'a contacté, puis là, on veut vraiment, il est intéressé par nos produits, par nos services, peu importe. Puis là, on veut le passer un petit peu dans un processus de vente, donc ça devient un peu plus formel, on veut suivre les étapes, tout ça, pour finir par avoir un client. Puis évidemment, une fois qu'on a le client, c'est là que une partie du travail a été faite, mais c'est là que le travail au niveau des opérations commence. Soit est-ce que là, il faut livrer soit le service ou le produit ou quoi que ce soit. Donc, on va vouloir suivre l'avancement, puis évidemment, rencontrer notre promesse qu'on a faite au client au niveau de la date de livraison. Puis idéalement, on veut faire de l'argent à travers ça, donc on veut vérifier notre rentabilité, tout ça. Donc là, on a différents systèmes, différents trucs, puis de supporter notre processus actuel, l'améliorer comme tu le sais, comme tu fais finalement avec tes clients d'accompagnement. Puis à la fin, il y a tout le volet, une fois que j'ai livré, que j'ai vendu, j'ai livré,
Des fois, il y a tout l'aspect support à la clientèle. Donc, comment je gère un petit peu? Si on fait des produits et ça va bien, qu'on n'a pas trop de support, des fois, ça gère un peu à travers les courriels, téléphone, tout ça. Mais des fois, si le volume de vente ou de produit est assez élevé, le mix de produits, des fois, ça peut amener une certaine complexité là, à suivre le support après-vente. Puis des fois, le support après-vente, ça peut devenir une occasion aussi de ramener le client en vente. C'est un peu, tu sais, dans le fond, le support après-vente, quand tu dis ça, c'est comme le volet un peu service de la business, c'est ça. Supporter le client dans sa progression, par exemple. Je te dirais que là, des fois, il y a deux types de support. Donc, des fois, on est obligé de faire du support pour soit un retour client, des trucs comme ça. Donc là, ça, c'est des processus qui sont un peu différents de j'essaie de l'utiliser, je comprends mal le produit, ou on dirait que j'ai pas acheté le bon produit, ou j'ai pas acheté le bon logiciel, ou peu importe, parce qu'on peut étendre ça un peu partout. Pour nous, la notion de parcours client s'applique dans tous les cas, mais doit être adaptée, évidemment, en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on vend, etc. Donc, c'est un petit peu ça. Fait qu'on regardait un petit peu les processus qu'on a. Un truc qu'on néglige souvent, juste quelques petites statistiques qu'on a faites rapidement. Je pense que les gens négligent la quantité de temps et d'argent qui peut être perdu dans une année, dans une semaine, dans une journée, juste à chercher de l'information. Puis, tu sais, souvent, les gens, à défaut, là, souvent, on utilise des fichiers Excel. Ça devient souvent c'est probablement le plus grand système du monde, là, ouais, c'est ça. Mais chercher, c'est ça, exact. Mais chercher dans des fichiers Excel, c'est pas évident. Chercher le bon fichier Excel, est-ce que j'ai la bonne version, tout ça, fait qu'on perd beaucoup de temps dans une année. Fait qu'on a fait un petit exemple, si on dit qu'une personne perd 15 minutes dans sa journée à chercher de l'info ou la bonne information, 15 minutes là, dans une journée de 8 heures, c'est vite passé. C'est souvent plus que ça. Là. Ouais. Exact, on s'entend là-dessus. Fait qu'on a dit, bon, il y a 200 jours de travail, 15 minutes, on ramène ça en heure, on met un taux horaire de 25 de l'heure, mais c'est juste pour mettre une moyenne, pour arriver à un chiffre, quelque chose. Donc, et l'autre aspect qu'on veut amener aussi, c'est de dire, il y a des tâches aussi qui auraient pu être automatisées. Des fois, on voit ça dans le transfert quand les systèmes sont mal connectés ou quand j'ai pas. Tu sais, peut-être que j'ai un système pour supporter un certain processus, mais là, j'ai un trou, tu sais, dans tout le parcours client. Ou est-ce que là, je vais utiliser, mettons, des fichiers Excel. Fait que là, je prends de l'info, je la ramène dans le fichier Excel, puis là, plus loin, je retourne dans un autre système. Ouais. Moi, j'appelle ça des esclaves de système, là, des gens qui font juste puncher l'information d'un à l'autre. Ouais. Donc, il y a des tâches qui pourraient peut-être être automatisées, soit par la connectivité, soit carrément de l'automatisation de tâches. Je ramène un peu le même concept. Il y a peut-être un 15 minutes de tâches dans la journée qui auraient dû être automatisées ou qui pourraient être automatisées. C'est les doublons. Oui, exact. Ouais. Je dis, si j'additionne ça, si j'ai une compagnie, tu parlais de petite entreprise, petite moyenne, mais on peut juste extrapoler ce chiffre-là, mais pour une entreprise qui a une vingtaine d'employés, c'est 50 000 par année qu'on perd de vue. Mais je pense que notre 15 minutes est conservateur. Tout à fait. J'arrive hier d'un client, sans nommer le nom, on a fait une analyse des adjointes, les fameuses adjointes administratives. On en a partout. Ouais. Puis l'analyse de temps démontrait qu'il y a 51% du temps complet là, sur une base de 40 heures des adjoints qui étaient passés à vérifier l'information qu'ils recevaient ou à chercher l'information qu'il n'y avait pas pour compléter les processus. C'est fou, hein? 51%, c'est 40 On est très loin de ça, c'est ça. On est loin de ça. C'est la réalité là, aujourd'hui. Il y en a plusieurs comme ça, c'est pas juste une, il y en a plusieurs dans l'entreprise. Une entreprise de 250 millions de chiffre d'affaires. Okay. Fait qu'on peut comprendre l'impact. À toutes les échelles, on retrouve ça, effectivement. Ouais. Donc, on voulait faire une petite mise en contexte. Fait que je vais parler un petit peu d'entrée de jeu. Fait que si on parle un petit peu des fonctions de l'entreprise, le Customer Journey, le parcours du client, va passer à travers différentes phases de notre entreprise. Fait qu'on est vraiment très, très haut niveau, très macro. Ouais. Donc, il y a toute la phase de marketing, donc vraiment d'aller chercher des nouveaux clients, faire connaître la marque. On est vraiment dans cet aspect-là. Ensuite de ça, comme on disait, c'est tout, je mets une forme d'entonnoir. Il y a de moins en moins de personnes rendues là, donc on est rendu aux ventes. Donc on a vraiment identifié des prospects, des clients qui sont vraiment soit intéressés ou qu'on voit que c'est des clients potentiels. Donc on tombe plus dans un aspect vente à ce moment-là. Après, on a tout le volet opération, comme je disais. Il faut livrer la marchandise, livrer le service, tout ça. Évidemment, il y a un aspect que personne ne peut se sauver, c'est tout l'aspect des finances de l'entreprise. Donc, c'est super important, il y a des normes, etc. Donc, c'est un incontournable, on ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est souvent par là que les petites entreprises vont commencer. Dans le premier système qu'on met en place,
c'est un logiciel comptable. Ouais, c'est ça. Donc, pour être capable d'avoir notre comptabilité, d'avoir nos résultats mois à mois, etc., pour être capable de gérer. Donc, on peut voir un petit peu, puis là, il y a vraiment de toutes sortes de solutions là, au niveau de la finance. On va regarder un petit peu ce qu'on peut voir par rapport à ça. Puis, dans le fond, je disais, le service après-vente, c'est un peu le dernier bloc que je vois. Puis comme je disais tout à l'heure, des fois, le service après-vente, ça peut être une occasion de ramener vers un client, de dire, OK, tu as acheté la version de base de notre truc, ce que tu veux faire avec, effectivement, ça ne fait pas ça. Si tu avais pris la version plus grosse, peu importe, là, avec plus de fonctionnalités, tu aurais probablement eu ce que tu voulais. Des fois, ça peut être une occasion, si on fait bien le travail là, de régénérer des ventes et de les rembarquer dans le processus aussi. Là. Donc, c'est pas à négliger. Évidemment, si ça devient laborieux de recréer une vente puis de réidentifier le client puis tout ça, parce qu'ici, on est juste en mode téléphone, courriel sur le coin de la table, ça peut devenir un frein où on tombe on tombe dans la perte de temps qu'on avait avant. Donc, si on regarde différentes solutions, nous, on a adopté un petit peu Zoho et pour répondre un petit peu à ce que tu disais d'entrée de jeu, ce qui est intéressant de Zoho, c'est qu'ils ont un concept où tu as plein d'applications pour supporter différents processus d'affaires. Donc, évidemment, si aujourd'hui tu te dis, l'aspect marketing, on est peut-être moins là, on est plus en mode vente, on croise des clients, bouche à oreille, on a de la vente, mais on veut encadrer nos ventes, tu peux prendre juste une application qui va t'aider à structurer, gérer ton processus de vente. Les finances, le service après-vente, etc. Donc, mais nous, pourquoi on a choisi Zoho? C'est entre autres pour ça. Donc, ça permet de scaler, dans le fond, faire une mise à l'échelle au fur et à mesure que ton entreprise va croître, finalement. Et eux ne font pas le volet que nous, on fait, dans le fond, de Alix, qui se concentre vraiment sur les opérations. Donc, ce qu'on veut, on voit les petites flèches ici. Ce qu'on veut, évidemment, c'est avoir de la connectivité entre ces systèmes-là. Donc, à l'intérieur de l'écosystème de Zoho, évidemment, tout est connecté, tout est fait pour être connecté ensemble. Donc, l'information va transiger d'un système à l'autre facilement, de façon très fluide. Et nous, on a fait les connecteurs, dans le fond, pour aller se connecter avec les différentes autres applications. Donc, la plateforme Alix est donc... Oui, s'intègre avec... Intégrée, ouais. Je comprends. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'être capable d'arriver et de concurrencer un petit peu le monde du ERP, l'Enterprise Resource Planning, qu'on entend beaucoup parler. Mais on va aller chercher, on va être capable de bien moduler en fonction des besoins du client, puis on va être capable d'aller allumer d'autres switches là, au fur et à mesure que les besoins vont grandir. Et ça nous permet vraiment d'avoir des solutions qui sont expertes, donc d'avoir un petit peu moins de compromis. C'est-à-dire que chacune des applications existe en elle-même, puis tu pourrais l'acheter de façon exacte, autonome. Donc chacun pousse dans son créneau particulier, donc la finance, les ventes, etc. Donc c'est vraiment ça. J'ai rajouté ici configurateur de produits, donc des fois, dans le fond, entre le marketing et les ventes, c'est souvent là qu'on va avoir une case qui serait le site web, puis des fois dans le site web, il y a d'avoir un configurateur de produits pour les gens. Ça peut être dans le commerce en ligne aussi, d'être capable d'aller faire un shopping cart, puis après ça, on va transférer, ça va devenir des ventes, qui vont devenir éventuellement, au niveau des opérations, de la marchandise à aller livrer comme tel, faire la facturation, tout ça. Donc on arrive vraiment à supporter l'ensemble du parcours là, du client. Donc évidemment, comme je disais, là, tout est connecté, tout se parle ensemble. Pourquoi on a choisi Zoho? C'est une compagnie qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui a une forte croissance. Là, on parle de 40% de croissance par année ici au Canada. Donc une belle croissance. C'est une compagnie qui est vraiment partout dans le monde, dans 180 pays, 7000 employés. Donc c'est pas une start-up, c'est quelque chose qui est établi, ça fait 22 ans que ça existe. Donc ils ont beaucoup d'histoires derrière eux. Ils ont une centaine d'applications mobiles qui viennent supporter ça, des applications web aussi, donc ils sont vraiment dans un mode info-nuagique. Puis ils ont des réseaux de partenaires un petit peu partout pour aller vraiment déployer. Donc eux, tout ce qui est intégration, tout ça, c'est pas fait par Zoho. Zoho peut appuyer leurs partenaires, évidemment, mais il suffit sur un réseau de partenaires là, pour aller déployer ça. Et le nombre d'utilisateurs, on voit un petit peu les différentes solutions qui ont apparu à travers le temps. 45 millions, tu vois, la semaine dernière, ou la 2 semaines, j'étais à Toronto, là, à un événement du Zoho au Canada. Et là, ils ont franchi le cap de 50 millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment... on n'est pas 2-3 à utiliser ce logiciel-là ou ces suites de logiciels-là. Donc, super intéressant. Ils ont aussi, tu peux acheter à la pièce, ils ont aussi amené un concept qui s'appelle Zoho One. Zoho One, c'est quoi? C'est que tu as accès à toutes les applications. Évidemment, tu as une console d'administration qui te permet de mettre des modules, des applications
disponible ou pas, selon le profil des gens, selon les besoins de l'entreprise et tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que tu arrives avec un prix qui est super concurrentiel, en fait. Donc, tu parles d'un 35$ par mois par utilisateur. C'est super accessible pour autant de la finance, pour supporter tout ton customer journey. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. Okay. Donc, c'est super abordable. Évidemment, après ça, si tu vas pièce à pièce, ben, tu pourrais faire du pick and choose, là, de choisir un petit peu les différentes applications. Et là, chaque application a son... Puis vous supportez ces éléments-là. Oui, exactement. Okay, donc puis nous, on s'est concentré principalement, je te dirais, sur les applications plus fortes dans le support du client. Mais nous, particulièrement, tu sais, chez Agiline, on utilise peut-être 15-20 applications de Zoho pour gérer Agiline. Donc, chez Agiline, je pense qu'on avait déjà jasé un petit peu philosophiquement. Pour nous, c'est interdit de s'envoyer des courriels entre nous. Donc, on utilise du chat. On s'assure que l'information est dans des systèmes. Donc, le besoin de communication est très réduit parce que l'information est accessible par tout le monde dans les différents systèmes qu'on utilise. Puis sinon, on va communiquer. On utilise du chat. Comme ça nous permet de documenter en discussion, d'avoir accès à l'historique et tout ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence d'affaires qui est perdue dans les courriels, puis on en passe du temps à gérer nos courriels, puis à chercher de l'info. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose qu'en en parlant avec les clients, suite à nos discussions, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Puis, les gens sont pas là du tout. Là, non. Ils se questionnent pas de courriel à l'interne. Tout le monde est en même temps d'accord à dire que c'est le bordel. Leur boîte courriel déborde, les copies conformes à pu finir. Puis, c'est facile de faire là, les dissertations avec les détails importants qui sont faits là-dedans en contenu, qui se ramassent dans une boîte de courriel à quelque part qui s'oublie. Finalement, on a-tu déjà parlé de ce dossier-là? Oui, il me semble que je t'ai parlé de ça. Quelque part, il y a un mois ou deux. Là, quelle date? Non, parce qu'il faut que j'aille retrouver le courriel. Ça fait que ça me prend une date. La recherche par le nom. Puis, que les gens passent beaucoup de temps à essayer de ramasser l'information qu'il y a là-dedans. Puis quand tu m'en as parlé, j'ai fait des discussions autour de ça chez mes clients. Puis c'est vraiment quelque chose qui... c'est des eye-openers. Ça allume les gens. Les gens disent, ah oui, tu peux... créer des thèmes, après ça, faire des recherches, c'est une base de données. C'est une forme de base de données d'information. C'est intéressant, ça. Oui, puis au pire, ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule éventuellement, comment passer dans un mode, c'est ça, sans courriel. Je te dirais que moi aussi, là, en consultation, quand on parle de ça, les gens sont, wow, OK, on voit que ils sont loin, mais il y a l'ouverture. Exact. Mais je pense qu'ils ne savent pas par où commencer. S'ils voulaient se lancer dans ce mode-là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est toute l'information qui est perdue. Moi, j'ai pas accès à tes courriels, tu n'as pas accès aux miens. Fait que quand tu es en vacances, quand tu es en congé, quand tu es à l'extérieur, tu n'es pas disponible, etc. Il y a beaucoup d'informations. Donc, les gens, ils perdent l'autonomie dans la prise de décision, dans le travail qu'ils pourraient faire, continuer, etc. Oui, ça, c'est un principe-là, ça va être la fluidité des organisations. La déstructurisation, c'est un mot français, j'imagine. Des organisations où on veut avoir des équipes multidisciplinaires qui se parlent ensemble, on fait tomber les murs, j'ai mis en place le concept du One Team chez un de mes clients à Québec. Puis c'est ça, avant ça, c'était tout par silo, puis là, on les a tous mis ensemble dans un pool, ils se partagent la capacité. Dans le fond, quand les dossiers arrivent, il y a une priorisation visuelle, puis c'est fluide. Mais tu es pogné avec des systèmes rigides. Donc, qui supportent mal qui ne supportent pas la philosophie de fluidité. Fait que ça c'est quelque chose qui supporte bien ce concept-là. Exact. Donc, si on part du début, tout l'aspect de marketing, c'est là où est-ce que on voit, le but c'est de générer des leads, donc des prospects qui vont éventuellement devenir. Donc ça, il y a un paquet de tactiques, un paquet de. Donc les entreprises qui n'ont pas de CRM, ils commencent par là. En fait, ça c'est l'étape avant le CRM. Dans le fond, ça va aller amener des prospects dans le CRM. Exact. Qui après ça vont pouvoir être pris en charge par l'équipe de vente. Donc l'équipe de marketing, sa job, c'est en amont d'amener des potentiels, d'amener du trafic, d'identifier des clients potentiels, de les qualifier comme il faut, faire des campagnes pour que les gens comprennent, ça peut être un nouveau lancement de nouveaux produits,
on veut ramener du trafic sur un produit qu'on avait déjà, etc. Donc, il y a un paquet de tactiques. Tout ce qui est courriel automatisé qu'on reçoit, on reçoit souvent des newsletters là, qu'on s'est abonné, tout ça. Bon, ben, c'est des outils qui sont dans le volet plus marketing. Où est-ce que là, ben, on entretient les clients, on leur fait connaître les nouveautés sur nos produits, sur nos services, sur comment la compagnie évolue, on ouvre un nouveau bureau dans une nouvelle région, par exemple. Bien, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller rejoindre les gens de cette région-là, savoir que bien, on a maintenant un pied à terre, on a un service de proximité avec vous, etc. Donc, on est vraiment du côté marketing. Donc, dans le Marketing Hub, il y a vraiment un paquet d'outils pour faire du suivi au niveau de ton site web, par exemple. Il y a des outils. Donc, on parle de clavardage en ligne, d'être capable d'avoir accès à les clients et accès à vous ou à des gens chez vous. Courriel, etc. Landing page, donc vraiment avoir une page qui est faite pour que sur une campagne de médias sociaux, on arrive sur une page qui nous parle du produit comme tel ou qui nous parle d'une réalité d'un produit, par exemple. Il y a des films qui ne font que ça. Oui, il y a des films qui ne font que ça. Donc, c'est quand même une expertise. Ouais. Donc, ça peut être un moyen de se lancer sans trop faire un peu d'essai-erreur, effectivement. Mais de la façon dont les outils sont montrés, il y a beaucoup. Si tu veux faire une campagne de courriel, il y a déjà des templates qui sont faits, qui ont été faits par des experts, qui sont disponibles. Fait, tu regardes un peu ce que tu veux promouvoir et ça donne accès. Donc, c'est déjà préformaté. Tu changes les textes pour mettre ta couleur, ton brand, ton logo, des trucs comme ça, le message que tu vas envoyer. Donc, ça ne se substitue pas potentiellement à une agence de communication, marketing ou de marketing web, mais ça peut permettre à une compagnie de se faire les dents, de commencer, d'expérimenter, puis de voir un petit peu la réaction qu'il peut avoir sans se mettre à investir peut-être. Puis on parlait de petites entreprises, mais des fois, on ne veut pas se payer l'agence non plus. Fait que ça peut être des outils intéressants pour partir, là, puis expérimenter, puis voir un petit peu. Mais comme il y a déjà des trucs pré-mâchés, donc ça devient facile, c'est facilitant. Après ça, tu parlais du CRM. Fait que là, on tombe vraiment, CRM, c'est Customer Relationship Management. Fait que là, on a vraiment établi une relation avec le client, puis on veut vraiment avancer dans cette relation-là pour le convertir en client. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent un pipeline ou un funnel de vente où est-ce que, bon, on a qualifié des gens, puis on veut les amener à leur faire une proposition ou carrément à les vendre, à leur vendre notre produit. Donc, ça nous permet d'avoir une foule d'informations. Ce qui est intéressant du fait que tous les systèmes sont connectés entre eux. Exemple, nous, on a intégré notre système de téléphonique dans le CRM. Donc, quand un client appelle chez Agiline et fait le 1 pour aller dans les ventes, bien, c'est le CRM qui pop et la fiche du client va apparaître à l'écran. Donc, directement, j'ai accès à c'est qui le client qui m'appelle. Et dans la fiche client, j'ai accès, même si j'utilise Zoho Souscription pour les abonnements mensuels à notre application, bien, je vois l'abonnement dans la fiche client. Je vois toutes les factures du client. Je vois le support après-vente. Donc, est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'appels au support? Est-ce qu'ils utilisent notre support à la clientèle et tout ça? Donc, ça va tout se compiler dans la fiche du client, dans le CRM comme tel. Donc, ça permet d'être très efficace. C'est un lien avec le système téléphonique. Exact, oui. On s'est rendu jusque-là. Donc, quand tu fais le 1, tu t'en vas dans les ventes, tu te ramasses dans le CRM. Si tu fais le 2 pour aller dans le support, tu t'en vas dans le Zodesk, qu'on va voir un peu plus loin, qui est le support après-vente. Et là, ça va créer une étiquette déjà avec le nom du client parce qu'on le reconnaît basé sur le numéro de téléphone, etc. Donc, il y a une forme d'automatisation. Oui, il y a beaucoup de tâches qui se prennent en charge juste par le fait qu'on a branché le système de... Donc nous, chez Agiline, on n'a pas de téléphone. Le téléphone comme ça, là, dans la bâtisse, dans la salle de conférence qu'on est, il y a un téléphone, mais nous, on n'a pas de téléphone comme ça. Donc, on a vraiment les téléphones dans l'ordinateur. Donc, on appelle ça des softphones. Ouais. Donc, on a un casque d'écoute, puis tout ça. Ça me permet aussi d'enregistrer les appels, donc de faire un suivi au niveau de la qualité, au niveau des discussions qui ont été faites avec les clients, etc. Donc, ça me permet d'aller assurer la qualité du service, la qualité des échanges, etc. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on peut activer. On peut se rendre jusque-là si on veut. Fait que ça permet de l'automatisation. Et ça a été aussi simple que d'aller dans le CRM, dans la section téléphonie. Il y a des fournisseurs de services. Il y en a qui sont ici à Montréal, donc qui parlent français, tout ça, qui ont intégré leur système avec Zoho. Okay. Donc, abonnement, facturation de ce service-là séparé, de téléphone, que je paierai du téléphone de toute façon probablement. Et là, c'est intégré. Donc, évidemment, moi qui suis souvent sur la route, ça fait que j'ai toujours mon téléphone avec moi. Ça a un avantage aussi. Je peux être à distance, je peux être en Europe, en Asie. Oui, toujours le même ça sonne dans mon ordinateur. Donc, ça rend ça très intéressant.
Évidemment, ben, c'est comme tous les systèmes de téléphonie en ligne, tu peux le relancer sur ton téléphone, tu peux faire une chaîne, si je réponds pas, ça envoie à un autre vendeur, à une autre personne de support, etc. Donc, ça a été très, très facile à mettre en place. Donc, même pour une compagnie comme Agiline qui a juste 10 employés, ben, on est quand même structuré, on a systématisé. Puis ça, c'est moi, ben, évidemment, quand on fait du conseil, on voit l'impact rendu à 50, 100, 200 employés de ne pas s'être structuré dès le départ. Oui, c'est ça. Donc, je me suis assuré de ne pas mettre de faux plis dans l'entreprise dès le départ. Mais c'est des systèmes simples. Je n'ai pas passé des heures et des heures à configurer le CRM. J'ai mis ça à on, j'ai mis mon entreprise, j'ai mis les logos. De la façon, tu sais, il y a déjà une structure, il y a déjà des bonnes pratiques qui sont en place. Tu peux ajuster un petit peu. Mais tu n'as pas besoin de passer un temps fou à essayer de mettre ça en place. Là. Donc, c'est très, très accessible. C'est qui fait ça, ces ajustements-là? Même s'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que vous accompagnez le client là-dedans? Oui. Okay. Typiquement, nous, quand les gens font affaire avec nous, on va estimer un petit peu là, en fonction des requis, des besoins versus ce qui est fourni par le système de base, là, de la configuration de base. On regarde un petit peu l'écart et on va faire un plan pour aller s'assurer qu'on va aller... Donc, vous accompagnez. Oui, exact. Peu importe là, à quelle étape. Là. Je te dirais que souvent, on part du CRM, souvent les clients ne sont pas rendus à faire le marketing en avant. Souvent, tu sais, ils font des salons. Oui, c'est ça, exactement. C'est lui le vendeur et tout ça. Non, exact. Fait que souvent, ça va venir un petit peu plus tard. Fait que souvent, quand le parcours client va commencer plus on va gérer les clients. Oui, exact. Après ça, on a notre échelle à nous, donc que tu connais, qui permet d'une façon quand même assez visuelle, simple, de suivre vraiment l'avancement des différents la production finalement. Oui. Nous, on est plus dans un cadre d'entreprise manufacturière, 85% de ce qu'on fait, 90% peut-être de ce qu'on fait, c'est dans le manufacturier. Donc notre solution est vraiment là pour les manufacturiers, mais on a voulu faire une interface qui est très facile, simple et facile à utiliser, qui est visuelle, même si on s'en sert pour faire l'acquisition de données, tout ça. Évidemment, ben, mes commandes, mes projets, ben, ils pourraient venir du CRM, ils pourraient venir d'un configurateur de produits, ils pourraient venir d'une équipe d'ingénierie aussi qui font du produit. Exemple, fabricant de structure d'acier, ben, il n'y a jamais une structure d'acier qui est pareille. Donc, on fait une phase d'ingénierie en premier, et après ça, on va intégrer ça, on va suivre la fabrication pour finalement mettre ça sur le camion, les gros chantiers. Exemple. Donc, on accommode aussi bien un mode qui est un petit peu plus sur une base de projet comme ça, qu'une base où est-ce que j'ai des produits, puis là, ben, j'ai des commandes de mes produits comme tel. Donc, et à travers ça, ben, quand on a besoin, nous, on ne fait pas de comptabilité financière. Donc, on s'est concentré de dire, ben, nous, on est des experts en efficacité au niveau des opérations. Donc, on a vraiment mis un système en place pour supporter les opérations, puis les rendre plus efficaces, plus autonomes, rentables, etc. Donc, avec les différents indicateurs qu'on met en place. Mais tout ce qui est financier, bien, on laisse ça au l'échelle comptable. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est très transactionnel, donc faire des PO, faire des factures, ces trucs-là. Mais l'information opérationnelle se transige avec le système financier. Exact. Donc, là, nous, on va avoir le requis de ce qu'il faut acheter, par exemple, de la matière première qu'on doit acheter chez les fournisseurs. Puis on va aller dans le système, on va dire, ben, vas-y, place-moi un PO dans le logiciel comptable. Ça envoie l'information, le logiciel comptable fait son PO. Après ça, va gérer ses comptes fournisseurs, puis tout ce qui vient avec, les taxes, les devises. Tout ça, on laisse ça au logiciel comptable qui fait déjà bien le travail à ce niveau-là. Et nous, ben, quand on reçoit la marchandise, parce que ça, c'est vraiment ce qui va être dans l'usine, qui va être utilisé par les gens, ben, quand on reçoit, on va aller mettre à jour le système comptable pour dire, ben, on a reçu la marchandise, parfait, ce PO-là, on peut le fermer, tout ça. Et quand on arrive à la fin, bien, on fabrique évidemment. Puis quand on arrive à la fin avec nos produits finis qu'on vend, qu'on met dans le camion, bien, on peut dire au système, vas-y, fais la facture de ça, ça a été expédié. Le chef comptable va se rappeler la facture et tout ça. Donc, je dirais que c'est les principaux points d'interaction. Sinon, il y a évidemment dans la gestion des inventaires, donc tous les inventaires de matières premières. Donc, quand on en consomme tout ça, il faut évidemment, il y a un lien comptable avec tout ça. Donc, il faut assurer un lien par rapport à ça. Je dirais que c'est les principaux points d'interaction avec la comptabilité ou la finance comme telle. Puis sinon, en amont, bien, ça pourrait être avec le CRM pour vraiment les commandes des clients, si on les passe par là. Sinon, potentiellement, on pourrait le brancher avec un site transactionnel aussi. Donc, ce qu'on est en train de faire avec une compagnie, entre autres, où est-ce qu'ils ont un site transactionnel avec les produits directement en ligne. Les gens, ils font leur achat, passent le card, le fameux card, font leur paiement, tout ça.
Ça peut rentrer directement dans notre système et là, avoir des commandes à livrer, exactement. Donc, puis là, ben, on va avoir une terme de la commande à livrer, on va consommer du stock et quand on consomme des produits finis, ben, si on veut faire une gestion des stocks, donc on a commande ce qu'on appelle dans le jargon là, du make to stock, que tu connais bien. Donc j'ai de l'inventaire de produits finis. Quand j'ai des commandes, je livre ça. Quand j'ai atteint un certain niveau minimum, ben, ça va déclencher de la production directement dans le système. Donc, au niveau de la planification, je n'ai pas trop à me soucier parce que le système va gérer le fait que, bon, je suis rendu un peu bas dans le niveau de tel produit. Faut que j'en fabrique un lot de X dimensions et là, le système est fait pour fabriquer ça comme tel. Donc, ça accommode pas mal tous les modes de production ou de fabrication qu'on peut penser là, comme tel. Donc, ça, c'est une partie un petit peu plus opération. On voit un petit peu, là, tu vois, on est dans ZooBooks, qui est le logiciel comptable. Et on a intégré, dans le fond, notre logiciel dans le logiciel comptable. Donc, tu pourrais ne pas sortir du logiciel comptable et quand même avoir accès aux fonctionnalités comptables et aux fonctionnalités d'Alix à l'intérieur du logiciel comptable. Donc, c'est possible pour nous de faire une intégration directement dans le logiciel comptable comme tel. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de se promener d'un système à l'autre. À l'intérieur du même système, peuvent travailler dans les deux si tu veux. C'est un enjeu important, ça aussi, qu'on est capable d'intégrer des systèmes ensemble pour avoir 3-4 outils à gérer en parallèle. Exact. Même chose au niveau du CRM. Donc, en haut, tu vois, je suis dans le CRM de Zoho et là, j'ai intégré, dans le fond, le suivi des opérations. Donc, tout encore là, un vendeur qui voudrait aller voir où est rendu. Puis là, évidemment, on pourrait jouer avec la visibilité de ce qu'on met dans l'application, évidemment. Mais à ce moment-là, on pourrait venir voir un petit peu là, où sont rendues les ventes que j'ai faites. Est-ce qu'on est proche de livrer, est-ce qu'on est en retard, etc. Donc, au lieu d'aller envoyer un courriel à la production pour savoir où on en est, ben, c'est ça que je dis. Dans le fond, on veut systématiser, on veut mettre des systèmes en place qui permettent d'avoir accès à l'information facilement, puis en 2-3 clics. Là. C'est une bonne force. Donc, au niveau de la comptabilité, ben, ZooBooks, récemment, ils ont ajouté tout l'aspect de gestion de budget aussi, qui était un petit peu déficient avant. Mais là, c'est en place, donc ça permet vraiment de suivre les finances d'entreprise, qu'on a le budget d'opération, c'est ça, qui est vital, c'est un petit peu le sang dans l'entreprise. Donc, tout ça, conciliation bancaire. Donc, c'est vraiment un système. Puis, comme vous voyez, au niveau de l'interface, là, on est loin du Acomba. Je ne veux pas être méchant, mais il y a certains systèmes un peu plus vieux, comme ça, qu'on voit beaucoup dans l'entreprise, qui est très répandu. Donc, je pense que c'est des gens qui ont fait un excellent travail. Acomba qui est très, très robuste, très utilisé. Beaucoup de gens le maîtrisent et tout ça. On le voit partout. On le voit partout, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut être en mode un petit peu plus 2019, se connecter avec d'autres systèmes et tout ça, quand on a un système qui est hébergé qui est infonuagique, beaucoup plus facile à connecter avec d'autres systèmes. Donc, je pense qu'il y a matière à gagner de faire. Je te dirais que quand nous, on va chez les clients pour notre système, pour Alix, pour notre système d'opération, rapidement, la comptabilité des finances, ça devient un sujet là, qui est vite sur la table. Et là, quand on regarde un petit peu l'effort qui doit être fait, puis à quel point les gens sont contents ou pas tellement de leur solution actuelle, peu importe ce qu'elle est, là, des fois c'est des ERP qui sont en place que les gens l'utilisent à peu près juste pour la fonction comptable, ce qui est un peu triste entre moi et toi, là. Mais j'imagine que tu vois ça toi aussi. Là, les gens ils sont payés un gros système pour juste faire de la comptabilité au final, là, ou à peu près. Puis là, ils se font un paquet de rapports en Excel parce qu'ils sont capables de le faire dans le logiciel. Donc moi, quand je vois ça, je trouve ça toujours un petit peu triste. Mais en 2019, je pense qu'il y a moyen de passer à autre chose, d'avoir des systèmes qui sont bien intégrés. Je pense que la règle générale, ça a été ça. Depuis plusieurs années, les gens s'intégraient à un système ERP. Finalement, c'était le CFO qui s'en occupait du projet. Parce que c'était pour alimenter finalement des informations financières, c'était pas opérationnel, c'était pas là pour améliorer le processus global, c'était vraiment pour contrôler l'information financière. Puis de plus en plus, ce qu'on voit, ce que les gens, les petites entreprises nous disent, c'est avant d'intégrer un gros système ERP, j'aimerais bien mieux avoir un plus petit système agile puis connecter des éléments, comme je disais au début, au rythme de mes besoins réels. Puis c'est là où les gens essaient de trouver justement, c'est
approche-là, ou ces systèmes-là qui ont une approche comme ça. Ouais. C'est pas facile à trouver. Ouais. Ça n'existe pas beaucoup. Non. Puis, puis les ERP sont là depuis longtemps, puis ils font quand même, ils sont bien établis, puis le mot s'est bien passé. Ben oui. Puis, on regarde dans les programmes gouvernementaux, des incitatifs aussi. On encourage les gens à prendre un ERP, des CRM, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup d'inertie dans ça. Donc, oui. C'est là depuis des années. C'est ce que les gens entendent, c'est ce que les gens se disent entre eux aussi, parce qu'on ne se cachera pas le monde des affaires. Il y a des présidents d'entreprise qui jasent quand ils se rencontrent, etc. Fait qu'ils se parlent de leur bon coup et de leur mauvais coup, de leur système, etc., de comment ils sont installés. Oui, c'est ça. Donc, comptabilité, je vais aller vite. Donc, DES qui est plus un service après-vente, donc vraiment un système d'étiquette, donc on peut suivre. Il est possible de brancher l'étiquette parce que dans le cas où on voudrait facturer du travail qui a été fait en support, si c'était le cas, exemple, un client qui ne paye pas pour un support puis que passé une certaine limite, on dit ben là, on est en mode facturation. Bien, évidemment, c'est facile de connecter ça avec le logiciel comptable, d'aller facturer une étiquette, par exemple. Ouais, donc, évidemment, comme c'est entrée de jeu, ben, ça fait toute la traçabilité et tout ça. Pour la plupart des applications, vous voyez le petit téléphone à côté, donc la plupart des applications sont disponibles en mobile aussi, donc ça me permet de suivre un petit peu ce qui se passe avec mon service après-vente à distance, ou moi qui est président qui est sur la route, ou l'équipe de direction, de gestion, tout ça. Évidemment, dans tous les systèmes, on capture un paquet d'informations. Donc, je te dirais que à travers différentes fonctions d'entreprise, soit production, comptabilité, logistique, etc. Donc, on a différentes fonctions d'entreprise avec des systèmes qui supportent les processus d'affaires. On est allé chercher un paquet d'informations. Ce qu'on dit, c'est qu'au centre de ça, on a le petit logo de Zoho Analytics. Donc, Zoho Analytics, les gens connaissent peut-être Power BI de Microsoft. Ouais. Donc, c'est des engins qu'on appelle d'intelligence d'affaires. Donc, principalement, c'est d'aller agréger de l'information de différents systèmes et là, de faire parler, de transformer des données en information. Donc, être capable d'avoir des tableaux de bord qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe dans les différents secteurs, mais des fois de croiser de l'information de différents secteurs. Ça, c'est la grande force de ça, parce que chaque système a habituellement des rapports, des graphiques, des trucs comme ça à l'intérieur dans son expertise propre à chaque système. Mais être capable après ça de connecter différents systèmes en différentes données puis les croiser pour être capable justement de suivre carrément la vente du client ou la prospection, d'avoir les délais, par exemple dans toute la chaîne complète, combien ça prend de temps entre je l'ai contacté la première fois puis je l'ai livré quelque chose. C'est des données que sinon ils seraient granulaires dans chacun des systèmes. Donc, avec le Zoho Analytics, ça me permet d'aller vraiment consolider l'information. Donc, Alix va se concentrer un petit peu de ce côté-là. Et tous les outils Zoho, eux, de leur côté, vont supporter un petit peu plus le côté. Pour les ressources humaines, on a mis un petit peu des deux. Donc, dans Zoho, il y a un outil qui s'appelle Zoho People, qui est vraiment fait pour faire de la gestion de dossiers d'employés. Donc, tu peux aller dans des fonctionnalités au niveau d'encadrement de la formation, gestion de la performance, gestion des absences. Tu pourrais aller jusque dans des demandes pour des voyages d'affaires, par exemple, ou avec des approbations, etc., pour les dépenses qui vont être associées à ça, etc. Donc, c'est vraiment pour encadrer la gestion des employés. Nous, de notre côté, souvent, les employés de plancher, nous, ils vont être dans notre logiciel. Donc, on va vraiment faire le suivi de la présence et de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient présents à l'usine, finalement. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, je mets un petit peu, là, il pourrait y avoir une séparation un petit peu des responsabilités entre les deux systèmes, entre les deux entreprises, sur cette fonction-là. Ça parlerait de Oui, exactement. Ouais. Donc, tu pourras avoir le dossier de l'employé, effectivement, dans Zoho People, puis avoir les présences dans Alix, puis ça fonctionne. Donc, Zoho Analytics, c'est quoi Zoho Analytics? Tu vois, Alix, on le branche comme étant un cloud database. Donc, on va vraiment aller chercher l'information au niveau d'Alix comme tel. Mais après ça, on voit qu'il est capable d'aller chercher l'information d'un paquet de sources de données. Et après ça, il est capable de faire des tableaux de bord, des graphiques, différents trucs. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qui me permet de prendre les bonnes décisions. Et c'est là aussi où il y a quand même une science derrière ça. Là. Puis je pense que tu le vois dans les entreprises, des fois on ne mesure pas la bonne chose. Exact. Puis ça nous fait prendre des fois des mauvaises décisions. Puis il y a d'autres choses qui passent sous le radar. Donc on ne se ramène pas de visibilité par rapport à ça. J'imagine que tu vois ça fréquemment. Tu touches un des sujets les plus importants, à mon avis, quand tôt dans une entreprise, la question
tu poses à l'entrepreneur, c'est comment tu te mesures. Ouais. Puis que la plupart du temps, la réponse, c'est je sais pas trop. C'est mon feeling. Je check les ventes. Si je suis tant par mois, je suis correct. C'est ça, c'est les choses qu'on voit de base pour dire que, après ça, là, apparaît à un moment donné l'efficacité du travail dans l'usine où là, on se donne des temps estimés, standards, à peu près, puis là, on essaie de mesurer ça. Mm-hmm. Mais ça ne va pas bien plus loin. Puis quand on leur parle de one-pager, par exemple, de gestion, ou une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, ils pourraient se donner l'occasion de voir comme dans une voiture, tous les cadrans. Là, ils commencent à rêver, puis ils disent « Ah ouais, c'est possible ça, comment on peut faire ça? » Puis là, on rentre dans l'exercice du « OK, maintenant, c'est possible, maintenant, c'est quoi les mesures que tu aurais besoin? » Puis comme tu dis, l'art réside dans sélectionner la bonne mesure pour l'entreprise. C'est comme s'il était relié à son pouls. Tu trouves le pouls, le vrai pouls de l'entreprise, à travers ces mesures-là. Puis c'est là où c'est délicat, mais une fois que c'est fait, ils se demandent pourquoi il n'y avait pas ça avant. C'est vraiment un point tournant dans une entreprise. On dit souvent, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Exact. Quand tu commences à mesurer des affaires, c'est là que tu commences à mettre du focus sur l'amélioration de cet indicateur-là. Fait que ça a vraiment un gros gérer le data, avoir un paquet de data et pas savoir quoi faire avec, mais se doter d'un outil qui peut les cruncher pour nous autres efficacement, puis d'avoir un visuel rapide comme ça, c'est la magie. C'est la magie, c'est clair. Là, tu vois, moi, tu as touché un point là, au niveau du data. Moi, j'essaie de toujours amener un point de vigilance, je veux dire, au niveau des clients. Où est-ce que, tu sais, tu as des clients, des fois, qui s'emballent avec ça aussi. Et ouais, c'est ça. Puis finalement, ils font rien avec. Trop, ils ne prennent pas de décision avec ça. Je leur dis tout le temps maximum 3 pour commencer. 3 indicateurs, là, maximum. Puis gérez-les, puis maîtrisez-les comme il faut avant d'aller plus loin. Parce que sinon, tu te perds d'un chiffre. Exact. Fait que souvent, parce que dans le fond, il y a un coût à acquisitionner ce data-là. Il y a un coût à le storer, l'entretenir, à le backuper, tout ce qui vient avec le storer. Puis après ça, il y a un coût de traitement. Des fois, ils ne pensent pas, là, mais plus je cherche à avoir plein de points d'information, ben il y a des gens, il y a des systèmes, il y a quelque chose qui prend cette data-là. La personne qui produit un rapport que personne lit. Exact. Même parallèle. Si je connecte une machine qui me pousse des données à toutes les 2 secondes. Tu fais rien avec. Puis là, souvent, tu as ton gars d'IT qui vient te voir et dit « Crime, j'arrête pas de mettre des disques dans le serveur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? » Les coûts de cloud augmentent à chaque fois. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu, malheureusement, la frenzy du 4.0, tout le monde voulait se connecter sur leur machine pour pomper des données. Puis on fait quoi avec toutes ces données-là? Moi, j'ai un client qui m'a dit j'ai à peu près 10 ans de données, puis je trouve personne pour l'analyser. Genre, j'en ai trop. Il est un petit peu trop tard. Ben, oui, mais tu sais, il dit j'ai tellement de données qu'on ne sait même pas par quel bord pogner ça, puis comment s'y prendre, puis tout ça. Fait que des fois, moi, souvent, là, j'ai des clients qui veulent faire du micromanagement, des affaires comme ça. Je leur dis, embourbe-toi pas dans ça, puis commence par dire, tu sais, puis la question qui tue, c'est quelle décision tu vas prendre avec ces informations-là, ces données-là. S'il y a un silence, là, 5 secondes, c'est trop. Tu sais, c'est, je suis pas sûr que tu devrais ramasser ça. Là, on tombe souvent dans le sujet de, ouais, mais peut-être pas maintenant, mais plus tard, on va peut-être en avoir besoin, qu'on aimerait savoir l'historique, puis tout ça. Je peux comprendre, mais tu aurais dû être capable de me donner une réponse de, plus tard, je voudrais être capable de faire ça, ou je veux savoir ça. Tu sais, je suis pas rendu là aujourd'hui peut-être, mais whatever. Mais quand il y a un silence un peu trop long, là, c'est parce que là, clairement, je suis juste en train de fantasmer avoir des données, mais qui au final, ne serviront pas ou ne permettront pas de prendre des meilleures décisions ou des bonnes décisions ou plus rapidement, ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut être vigilant un petit peu par rapport à ça. Fait que c'est pas parce que les outils existent qu'on doit le faire. Puis nous, bien évidemment, cet outil-là, c'est l'outil qu'on a intégré dans le fond pour être capable de mettre en forme, faire les tableaux de bord à l'intérieur de notre application directement. Donc, on utilise la force parce que évidemment, tu peux commencer à programmer, à faire des graphiques. Il y a des outils qui font déjà tout ça comme il faut. Et bien évidemment, sur Zoho Analytics, il y a beaucoup de capsules vidéo, beaucoup de documentation en ligne. Donc, les gens pourraient s'approprier l'outil directement. Donc, ils regardent à aller modifier leurs graphiques
s'en construire des nouveaux, etc. Donc, je dirais qu'on a quand même beaucoup de clients chez qui on va partir, on va faire des trucs de base lors de l'implantation, de la configuration du logiciel. Mais après ça, on va leur montrer comment on les a fait, puis on va les outiller à être capables d'éventuellement se refaire des graphiques pour croiser d'autres informations de notre système, de d'autres systèmes. On a même des clients qui prennent leur fichier Excel puis qui les importent dans des tables, dans des données. Là, ça permet d'avoir vraiment du scaling. Là, tu tombes dans un mode plus base de données que gros fichier Excel. Ouais. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans l'intelligence d'affaires comme ça, c'est oui, j'ai un graphique comme ça, mais si je clique ici sur cette colonne-là, je peux aller voir les données qui sont en dessous, je peux faire ce qu'on appelle du drill down, donc d'aller creuser contextuellement sur les données. Puis là, ça te recontextualise exactement. Ah oui. Donc, ça donne accès à plus d'informations que le graphique comme tel, tu sais. Ce qui est pas évident dans Excel. Dans Excel, tu as ton graphique, c'est beau, mais tu es prêt d'aller creuser dans le fond facilement. Tu fais souvent des pivot tables, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup de monde qui maîtrise juste les fonctionnalités de base dans Excel aussi. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de puissance dans ça. Typiquement, des étapes d'implantation, je te dirais que on regarde, je vais amener toute la slide, là, on va pouvoir jaser autour de ça, mais on a parlé de différents grands blocs. Une des composantes majeures, tu ne veux pas changer ta comptabilité en milieu d'année. C'est un cauchemar faire ça. Ce que tu veux, c'est, en fonction de l'année financière, évidemment, de l'entreprise, tu veux t'arrimer avec la prochaine année financière. Donc, t'assurer que le nouveau système va être prêt pour la prochaine année financière et qu'on parte l'année du bon pied dans le nouveau système. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça devient un peu une question. Et selon, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche là, où est-ce qu'on pourrait interchanger 1 et 2. Des fois, quand l'année financière est encore loin, bien, on va dire, parfait, continue avec ta solution comptable que tu as aujourd'hui, ta solution financière actuelle. On va se concentrer pour aller sur la gestion des opérations parce que c'est un enjeu. On veut régler des problèmes par rapport à la gestion des stocks, livraison, etc., rentabilité. Donc, on va commencer par Alix, puis quand on va arriver plus près de l'échéance de l'année, bien, on va faire le travail d'aller arrimer la comptabilité à ce moment-là. Dans d'autres cas, bien, tout dépendamment à quel moment le client va nous contacter, bien, on est peut-être juste là, pour faire le changement d'année financière. Là, on va se concentrer plus sur le volet financier en premier, et après, on embarquera dans le volet des opérations. Évidemment, pourquoi tu me dis, Crème, pourquoi c'est peut-être 2 équipes, 2 expertises, let's go, on fait ça. La plupart des clients, là, avant de s'embarquer dans des changements de système comme ça, travaillaient déjà. Il y avait déjà de l'ouvrage à temps plein, ils faisaient déjà du travail. Là, on leur dit, les systèmes comme ça peuvent vous aider à sauver du temps. C'est un peu la prémisse de base. Là, de dire, aujourd'hui, il y a du temps que vous perdez, vous allez le récupérer. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore on le brûle, ce temps-là. On le brûle, il fait partie de notre journée. Donc, de libérer du temps de faire des projets comme ça. Donc, nous, on essaie toujours de tenir compte, évidemment, de la capacité organisationnelle à gérer le changement, puis à gérer un projet de changement comme ça, de changer une technologie ou d'introduire une nouvelle technologie, un nouveau système pour supporter les processus d'affaires qui sont peut-être déjà là, ou bien que dans le mode actuel, on n'est plus capable de les supporter parce que ça ne se supporte plus à coup d'email ou de pattes de feuilles ou de fichiers Excel ou quoi que ce soit. Mais il y a un changement, il y a une appropriation à faire du nouveau système et tout ça. Donc, on essaie de tenir compte de ça. Et nous, notre objectif, évidemment, c'est vraiment d'identifier un champion dans chacun des champs qui va être le porteur un peu de la technologie et du processus qu'on veut améliorer, tout ça. Puis nous, on vient vraiment en appui, on est des coachs. On a vraiment un esprit plus de coaching plutôt que de faire le travail à leur place. Donc, tu les rends aptes à pouvoir par la suite. Oui, on les rend autonomes, dans le fond. C'est ça. Parce que après ça, c'est leur système. Puis ces systèmes-là sont tellement faciles à utiliser que, je vais appeler ça un super utilisateur, serait capable d'aller rajouter des champs dans un formulaire dans le CRM, par exemple. Serait capable d'automatiser quelques petites tâches, peut-être un petit peu plus de base, d'envoyer un courriel sur certaines actions ou je dis courriel parce que les gens sont habitués, mais si on vient à pas de courriel, c'est de publier dans un canal de discussion, dans le clavardage, par exemple. C'est des trucs qui sont quand même relativement faciles à faire. L'outil est déjà pré-monté, fait pour faire ces connexions-là. Donc, les gens, ils sont capables de s'approprier. Puis quand on tombe dans fonctionnalité avancée, qu'on a besoin de programmation, de collage par-dessus, là, à ce moment-là, ils n'ont peut-être pas le choix de venir nous voir
d'aller voir leur partenaire de zoo, mais on est vraiment dans l'esprit où est-ce qu'on veut donner l'autonomie le plus possible, puis les systèmes sont assez faciles d'utilisation qui permettent cette autonomie-là. Fait que souvent, après ça, on va avoir CRM, puis support après-vente. Ça, c'est l'ordre qu'on voit typiquement. Tu sais, un client qui vient nous voir, qui n'a pas trop de système, je dirais que c'est un peu l'ordre dans lequel on fait des trucs habituellement. Mais évidemment, un client qui viendrait me voir dirait, ben moi, je suis déjà bien arrangé là, j'ai juste besoin au niveau d'encadrer la force de vente, CRM, tout ça, ben c'est possible aussi. Mais quelqu'un qui veut vraiment faire une transformation numérique, puis dire, ben on veut supporter plus de processus d'affaires dans notre parcours client par de la technologie, ben c'est souvent le parcours qu'on voit le plus souvent. J'imagine que la plupart du temps, comme tu disais tantôt, tu rentres chez un client, puis il y a un système comptable de base. Oui, exact. Ouais. Puis pas grand-chose autour. Puis là, il commence, les fichiers Excel. Les fichiers Excel en masse. Puis là, il commence à dire, j'aimerais ça un peu, gérer un peu mieux mes stocks, par exemple, ou mon délai de livraison, ou mon processus de fabrication. Ouais. Puis là, ben, graduellement, tu t'intègres un petit peu comme ça. Exact. Là, tout le reste vient après ça, dans le fond. Ouais. Ben là, on voit après ça, on voit les possibilités. Ouais. On veut le bâtir là-dessus, effectivement. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, là, c'est pas des mois, c'est pas des années. C'est au fur et à mesure, comme tu disais, que les besoins apparaissent, puis qu'on a besoin de supporter avec la technologie. Puis, tu sais, comme tu disais, d'entrée de jeu, la technologie, là, je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Là, c'est là pour supporter un processus d'affaires qui est du monde. C'est du monde qui travaille dans le processus. Là. Fait que, tu sais, oui, on veut mettre de la technologie, on veut mettre des machines, des robots, toutes sortes de trucs, mais il y a encore du monde qui programme les robots, puis il y a encore du monde qui vont amener la matière première aux robots, puis tu sais, c'est rare là, que, je sais pas si t'en vois, mais moi j'en vois pas vraiment des usines qu'on appelle lights out. Il y a personne qui travaille là-dedans, t'as un gars dans une salle de contrôle qui contrôle tout. Il y a des laboratoires comme ça qui ont été faits pour la démonstration, mais dans la vraie vie, on n'en voit pas beaucoup. Non. Donc, il y a toujours du monde qui travaille dans les processus puis tout ça. Fait que, on veut aller supporter ces gens-là, alléger. Puis en fait, tu sais, bien souvent, il y a des gens qui ont peur de la technologie, tu sais, ça va prendre ma job, ou justement, tu sais, l'adjointe que tu disais, 50% de son temps, elle va faire quoi le restant 50% de son temps, puis on va-tu finir par envoyer à la retraite ou... Mais tu vois, la beauté de la chose là-dedans, c'est que même si tu lui mentionnes que la moitié de son temps, on appelle ça du gaspillage. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. Elle cherche l'information qui aurait dû être là de toute façon. Elle corrige l'information qui a été faite, qui n'était pas bonne du premier coup. Mais ils répondent tous la même affaire. Je vais pouvoir faire plus de choses intéressantes. Parce qu'il n'y a personne qui a du fun à faire du gaspillage. Non. À la fin de la journée, c'est le fun aujourd'hui. J'ai perdu la moitié de mon temps à corriger les affaires des autres. Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde dise non, si j'avais plus de temps, mais je ferais moins d'heures supplémentaires, je m'en ferais moins la fin de semaine. Quand j'arrive le matin, mon bureau ne serait pas enseveli, je serais dans le proactif, je pourrais aider les autres. Fait que il n'y a pas beaucoup de craintes associées à ça. Quand on met de l'efficacité, tu le sais. Les gens sont heureux, ils ont plus de fun à travailler le lendemain. Puis après ça, tu tes appuis de système comme ça, mais là, tu leur donnes un autre. Une autre motivation, là, c'est ça, exactement. Yes. Budget estimé, juste revenir sur nos 20 employés. Juste te donner une idée, parce que des fois, les gens se disent, bon, c'est des centaines de milliers, puis c'est toutes sortes de trucs. Premièrement, il y a des subventions qui sont disponibles auprès du MEI, donc le ministère de l'Économie et Innovation. Quand on s'installe un système comme ça, par exemple, globalement, là. Donc, dans le fond, tout ce qui est... on peut classer ça comme d'un ERP. Là. Finalement, on est arrivé avec un ERP, c'est juste qu'il est en morceaux, mais ça supporte les processus d'affaires, ça a le même objectif final de rendre l'entreprise plus numérique, plus autonome, etc. Donc, ça cadre dans ça. Donc, au niveau d'Alix, il y a un 40% qui est possible. Pour notre fameuse usine de 20 employés, on parle de 43 000. Donc, un montant résiduel assez bas au niveau de l'implantation et tout ça. Et au niveau du zoo, encore là, si on avait voulu intégrer tout ce qu'on a parlé là, on arrive à un 21 000 environ d'intégration, tout ça. Donc, un montant résiduel est quand même bas. Fait qu'on parle d'un tout près de 40 000. Si je ramène le fameux 15 minutes de deux fois. 15 minutes par personne, hein, c'est ça? Ça va être bien plus que ça. Là. C'est payé, tu sais. Fait que, puis moi, j'ai même des clients qui m'ont dit,
c'est quoi la subvention? Ça ne me tente pas d'attendre après ça, puis de badrer avec le reporting qu'il va falloir que je fasse pour, au ministère, puis tout ça. Là, des fois, c'est pas toujours simple. Là. Bien que ce programme-là soit quand même assez simple, là, mais des fois, c'est pas simple. Il y a des gens qui disent, ben regarde-moi, là, on va le faire plus vite, puis je vais avoir les gains tout de suite. Puis, tu sais. Ben oui. Fait que. La subvention va être là quand même. C'est ça. Mais puis même sans subvention, là. Puis même sans subvention. Tu sais. Souvent, on a tendance au Québec à attendre une subvention, puis si j'ai pas de subvention, je le fais pas. Ouais. Mais des fois, on calcule mal. C'est pour ça que depuis 15 ans, l'amélioration de la productivité, c'était comme à peu près 1%. Ouais. Très décevant après de faire ce constat-là, surtout pour le gouvernement qui, depuis des années, a des programmes de subvention, d'aide aux projets d'amélioration. Je pense que la plupart des gens, c'est ça, quand ils arrivent pour investir. Toujours un petit frein. Il y a un frein, toujours, la crainte du payback. En fait, il faut se concentrer plus sur le payback. Ouais. C'est qu'est-ce que ça coûte, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça me rapporte. Puis là, les gens sont peut-être sceptiques des fois sur les gains, mais... Il y a des histoires d'horreur, on ne se le cachera pas. Oui, c'est le taux d'implantation ERP, là, les statistiques de 2018, là, des statistiques récentes, là, 40% de succès. De succès. C'est faible. C'est dramatique. Ouais, pour les dollars. Je vais même utiliser le mot triste. Ouais. Moi, je trouve ça triste. Parce que c'est des gros dollars. Ouais. C'est des gros dollars dans ces cas-là. Fait que là, ce qu'on propose, c'est plus d'avoir une approche de dire, ben, on va intégrer des morceaux au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin, on va y aller par étapes. En petit montant. Exact. Donc, ça une chance de te planter, puis d'arriver à la fin et de dire, hey, ça m'a coûté 150 000, 200 000, 1 million. Ouais. Puis c'était peut-être pas la bonne décision qu'on a prise. Ça, c'était un peu embêtant. Ouais. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'ai croisés comme ça. Mais de plus en plus, les gens sont, comme tu disais, sont plus réticents, puis attendent la solution sur mesure. Puis tant mieux s'il y en existe. Ouais. Ça fait pas le tour. Je pense que le but, c'était de voir un petit peu comment on peut appuyer le parcours client. Donc, nous, évidemment, chez Agilene, on va faire ça, mais je pense que ce qui est important de garder en vue, là, c'est que c'est possible, ça peut être facile ou relativement facile. Faut gérer le changement, mais si on y va une petite bouchée à la fois, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça limite le risque. Puis je vais faire un parallèle là, dans le développement de notre produit qui est Alix, là, notre logiciel à nous. On est rendu que systématiquement, on fait des déploiements de nouvelles fonctionnalités à tous les semaines. Pourquoi? Parce qu'on introduit moins de nouveautés ou de nouvelles fonctionnalités à chaque semaine. Et la bouchée est plus facile en termes de gestion du changement chez nos utilisateurs. On a déjà expérimenté de faire une mise à jour après 2 mois de développement. Ça introduit beaucoup de nouveaux trucs et les clients sont... On a beau faire des notes de version expliquées avec des vidéos, des photos, documenter ça, ça reste des incréments de changement plus élevés. Et les gens, bien évidemment, ont plus de difficultés avec ça. Ouais. Donc, je pense que cet esprit-là, on peut le mettre à toutes les sphères là, des différents grands blocs qu'on a vus dans le parcours client. Ouais. On peut commencer avec des fonctionnalités de CRM de base, partir avec ce qu'ils nous proposent comme processus, puis dire, on part avec ça. On était déjà peut-être pas tant structuré, tu sais. Ouais. Fait qu'on va se donner une structure, on va se donner une façon de travailler, un processus. Adoptons celui qui est là. Celui qui est là, c'est celui que la plupart des gens veulent ou ont besoin. Là. Un processus de vente, c'est un processus de vente. Là. Mais si éventuellement on se rend compte qu'en utilisant ça, on pourrait l'améliorer puis bâtir sur cette expérience-là, à la rigueur, ça devient un projet pilote. Ouais. On fait le projet pilote, on voit l'expérience, retour d'expérience, versus essayer de configurer le CRM en mode, je vais essayer de penser à tout, à mon processus idéal, puis de configurer le logiciel pour supporter le processus idéal. C'est là que ça fait des projets de 1 an, 2 ans, qui n'aboutissent pas. Puis à la fin, on met la switch à on, on l'utilise, on est déçu. Oui, parce que c'est pas tant mieux. Exact. Pourquoi on n'est pas agile aussi dans l'intégration, dans le développement des solutions qu'on apporte pour supporter nos processus d'affaires? Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est là. Je pense que les gens perdent souvent ça de vue. Puis nous, c'est notre approche, c'est ce qu'on voit qui fonctionne, c'est ce qu'on fait même chez nous. Je veux dire, moi je disais, d'entrée de jeu, j'utilise peut-être une quinzaine d'applications
pour supporter différents processus d'affaires. J'ai pas mis les 15 de temps partant. J'ai commencé par la comptabilité comme tout le monde. Une petite entreprise, on démarre, faut que je fasse la comptabilité, tout ça, on a mis ça en place. Après ça, on veut faire des ventes, on a mis le CRM. Après ça, on a mis des gros morceaux. Puis après ça, on s'est dit, mais crime, dans le CRM, il y a d'autres outils pour aider la vente autour de ça. Oui, on devrait mettre du tracking sur le site web, voir un peu les visites qu'on a, tout ça. Il y a des outils pour ça. Après ça, on a dit, crime, on veut pousser sur les médias sociaux, etc. Crime, il y a des outils pour nous aider là-dessus. Pourquoi pas? Tu vois, tu touches à un point important. Puis souvent, ça aussi, ça manque, je trouve. C'est que, mettons, même si le système qui est installé chez le client est simple puis modulaire comme ça, puis par étapes, souvent, il y a des sous-fonctionnalités, des nice to have, des petites affaires que tu t'es fait dire au début que ça existait, mais que tu te rappelles plus un an plus tard, mais qui pourraient te servir. Fait que, tu sais, la notion de service après-vente ou d'appui dans le temps, ça aussi, ça manque souvent chez les clients. Ils essaient d'appeler quelqu'un, ils ne savent pas trop c'est qui l'expert. Fait que si vous offrez, si la personne peut aussi offrir l'appui par la suite, dire, OK, vous êtes rendu où? Ah, ben là, peut-être ce serait le temps de peut-être mettre ça en on, c'est des éléments additionnels de bénéfices que vous pourriez aller chercher. On continue de faire gagner du temps. Ça, c'est important aussi, parce qu'on oublie, même dans les gros systèmes, ça peut être le fun. Même si c'est développé par l'interne, je le vois dans les grosses entreprises, il y a des départements complets de développement interne. Là, ils développent des features pour certains usagers. Les autres ne savent pas que ça existe. Puis ceux qui les voulaient, finalement, ils ne les utilisent pas vraiment. C'est de savoir, le système, il est le fun, il peut avoir tout ça, mais d'avoir quelqu'un qui rappelle aux gens aussi de l'utiliser, ça peut être gagnant, ça. Ben, je pense que tu amènes un bon point. Parce que souvent, les gens mettent des systèmes en place et le but du système à l'origine, c'était peut-être de remplacer des fichiers Excel puis de systématiser certains trucs. Et là, ce que ton commentaire m'amène à penser au fait que des fois, on a réussi à tuer des fichiers Excel au départ, puis il y a des fichiers Excel qui réapparaissent avec le temps. Parce qu'on a oublié une fonctionnalité, parce qu'on a oublié qu'il y avait un rapport. Où il y a des nouveaux besoins. Qu'au lieu de les systématiser et de les rendre disponibles à tout le monde, ben, chacun se crée son petit fichier Excel. Puis moi, je me rappelle, là, dans une grande entreprise, on avait fait de l'analyse de combien de fois le même fichier pouvait se retrouver sur le réseau, dans tous nos dossiers, à différents endroits. Dans les courriels, tu parlais des CC, là, ça c'est un fléau. Là. C'est facile de rajouter du monde en CC. Mais si j'attachais un fichier dans ça, là, il est dans les boîtes de courriel de tous ces gens-là. Fait que les gens de TI là, sont tout le temps en train de remettre de la capacité de storage de fichiers. Les boîtes courriel, ils débordent, ça devient l'enfer. Puis il y avait des fichiers, là, la même version du fichier, c'était 200-300 fois. Là, partout dans. Bon, c'est une grande entreprise, 7000 employés, 7000 employés un peu partout dans le monde, mais quand même. Puis ça, je te parle d'un fichier. Et les gens envoient des courriels tous les jours, tout le temps. Là, fait que c'est exponentiel, ça. Mais effectivement, il faut garder une certaine vigilance, puis se rappeler. Puis c'est une bonne occasion aussi de se questionner sur la meilleure pratique d'affaires. Puis comment on peut la systématiser, puis s'assurer que les gens vont y adhérer, parce qu'en théorie, si c'est notre meilleure pratique, ben c'est celle qui est la plus efficace, puis qui répond le mieux aux besoins de nos clients, à nos besoins internes. Ça peut aussi évoluer dans le temps, puis c'est pour ça que c'est un système qui est modulaire, c'est-à-dire qui est agile. Ben, ton processus va évoluer, c'est sûr qu'il va évoluer. Parce que idéalement, chaque année, tu remets sur la table un peu ce que tu es en train de faire, tu essaies de trouver des améliorations possibles, parce que c'est des compétiteurs le font de toute façon si tu ne le fais pas. Mais comment ton système va te suivre? Puis ça c'est dur quand tu as un gros bateau à faire tourner. Fait que là, tu essaies de changer ton processus parce que tu es bandé par le système. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir un système modulaire pour ça aussi. Puis malheureusement, les gros, J.D. Edwards, SAP et compagnie, qui sont des systèmes à l'origine qui étaient pensés de façon agile et léger, sont devenus des monstres à faire tourner. Donc, parce que tu partages ce logiciel-là avec des milliers d'autres entreprises. Commencer à mettre ça à ton goût, c'est difficile. Encore là, c'est dangereux aussi d'adopter. Eux autres, ils adoptent des meilleures pratiques dans leur système, ça fait que ça t'aide un peu, mais
pour les PME, ça reste que c'est pas l'idéal. Non, exact. C'est pour ça qu'il y a différents tiers là, au niveau des ERP. On a des tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc là, on parle de tiers 1 qui sont faits pour supporter les fabricants automobiles, des méga entreprises, des pétrolières, ils ont même c'est pré-packagé par domaine, par industrie, ou tout ça, tellement ils ont. Fait que je pense que, il y a à chaque système, peut-être ses clients, mais des fois, il y a des clients qui font une mauvaise sélection de systèmes ou qui sont mal fait conseiller. Parce qu'on ne se cachera pas, il y a des gens qui veulent vendre le système à tout prix. Là. Il est bon pour il est carré puis tu as un rond, mais on va le forcer puis ça va finir par rentrer. Fait que ça, on voit ça. Ça encore là, je trouve ça comme un peu triste. Nous, on s'en cache pas. Là, on n'a pas la prétention de tout faire. Il y a des trucs qu'on ne fait pas, puis volontairement qu'on ne fait pas aussi. Je pense que c'est l'adage des plus petits systèmes. Tu es obligé de te nicher à quelque part, puis les plus gros, ben, ils veulent tout faire. Fait que c'est ça. Tu ne deviens pas le meilleur à chacun, mais tu peux tout faire. Moi, j'aime mieux l'approche nichée. Puis, système expert. Un système expert. Fait que, mais encore là, comme tu dis, ça dépend de la grosseur, puis où tu te situes dans la chaîne. Fait que, si on parle, là, on vient dans un discours plus PME, petite entreprise en émergence, ou entre 10 et 100 employés, mettons. Dans ce créneau-là, c'est comme un peu c'est orphelin. C'est des petites entreprises orphelines qui ont pas vraiment qui sont pas bien appuyées par des systèmes qui sont assez agiles et qui sont basés sur des meilleures pratiques. Ça n'existe pas beaucoup. Fait que tant mieux si on peut en trouver et qu'il y a des gens qui peuvent les aider. Ouais, ça va plaisir. Super. Excellent.